Dans cette affaire d'espionnage qui sème le trouble, un réseau israélien a été démantelé aux États-Unis, notamment en Floride. L'une de ses missions aurait été de pister les hommes d'Al-Qaïda. C'était avant les attentats du 11 septembre. Certaines sources vont même plus loin. Elles indiquent que le Mossad n'aurait pas livré toutes les informations en sa possession aux États-Unis. Pour l'instant, le FBI s'en tient à un strict démenti. Peu de gens, même parmi les chercheurs de vérité, connaissent cette histoire des Israéliens dansant. On attend toujours, par exemple, que l'association Réopen 911 en parle sur son site francophone, pourtant très pointu sur tous les autres aspects du dossier. Et on se demande bien pourquoi. Intelligence Online est une revue française spécialisée dans les questions de renseignement. Le dernier numéro révèle une spectaculaire affaire d'espionnage. Le démantèlement d'un réseau d'agents israéliens du Mossad opérant aux États-Unis. Peu de gens également savent qu'à la date des attentats, les polices fédérales US étaient occupées à démanteler le plus vaste réseau d'espionnage israélien jamais identifié sur le sol états-unien. Les journalistes d'Intelligence Online se basent sur un rapport du département de la justice américaine. Ce rapport révèle un certain nombre de coïncidences troublantes. En mars 2001, par exemple, le National Counter Intelligence Center, le NCIC, avait posté ce message sur son site web. Durant les dernières 6 semaines, des employés des bureaux fédéraux situés dans tous les États-Unis ont signalé des activités suspectes liées à des individus se présentant comme des étudiants étrangers, vendant ou livrant des œuvres d'art. Le NCIC précise que ces individus, de nationalité israélienne, se sont également rendus au domicile privé d'officiers fédéraux, sous le prétexte de vendre des objets artistiques. 5 de ces Israéliens suspects ont été interpellés à Hollywood, en Floride, bourgade de 25 000 habitants au nord de Miami, envahie par les enquêteurs du FBI au lendemain des attentats du 11 septembre. C'est en effet ici qu'ont vécu au moins 4 terroristes ayant participé au détournement des avions, dont Mohamed Atta. En cette fin d'année 2001, la péripétie relative à la détention des 5 Israéliens constitue le sommet de l'iceberg. Environ 200 Israéliens auront été interpellés et détenus par les autorités américaines avant et après les attentats du 11 septembre. La plupart étaient des jeunes militaires issus des unités dévolues à l'espionnage, nommés Eman. Spécialistes de l'interception des communications par voie électronique ou de la pose d'explosifs, ces Israéliens se faisaient passer pour des étudiants en art ou des vendeurs de jouets. 140 d'entre eux ont été arrêtés par le FBI et d'autres agences fédérales avant les événements survenus à New York et au Pentagone. Le 31 octobre 2001, la soixantaine restante a été interpellée, notamment dans les villes de San Diego, Houston et Cleveland. En mars 2002, ces faits ont été médiatiquement révélés à travers la fuite d'un rapport rédigé en juin 2001 et commandé par la DEA, l'agence chargée de réprimer le trafic de produits stupéfiants. Activé depuis le mois de janvier 2000, ce réseau d'espionnage présumé ciblait spécialement les bâtiments fédéraux ainsi que les domiciles privés de certains fonctionnaires. Le Monde avait rapporté l'histoire et souligné qu'une poignée de ces pseudo-étudiants résidaient en Floride, à proximité de la demeure des futurs pirates de l'air. Naturellement, le pseudo-intellectuel et néo-conservateur, Daniel Paip, et le mafieux juif et président du CRIF de l'époque, Roger Kuckerman, ne manquèrent pas alors de critiquer l'orientation conspirationniste et les contre-vérités du quotidien. À l'origine de la diffusion française, puis internationale, le pseudo-journaliste Guillaume Dasquier, proche des services secrets français, tenta néanmoins d'édulcorer la gravité des faits, minimisant l'attitude délictueuse des espions israéliens. Les services de renseignement israéliens, si tant est que l'hypothèse se confirme, ont pu effectivement avoir, grosso modo, dans leur œil, pour cible, certains islamistes sur le territoire des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en mesure de prédire ce qui allait se passer. Dans le même esprit, cette revue de la communauté juive et new-yorkaise relativisa la portée de l'information en suggérant que ces hommes et ces femmes avaient simplement pour mission de traquer les militants islamistes. L'auteur de cette thèse
Mark Perelman avait maintenu, avec un brin de nervosité, son propos lors d'un entretien réalisé 5 ans plus tard avec la journaliste, la juive Amy Goodman. La rumeur relative à un vaste maillage d'espions israéliens sur le sol américain parcourait déjà Internet. Ce site évoqua ainsi la découverte d'une alliance entre des groupes proches du crime organisé en Israël et le Mossad pour intercepter les communications électroniques et téléphoniques effectuées au sein des agences fédérales. Cet article en ligne s'inscrivait dans la foulée des révélations délivrées alors par la chaîne Fox News. A highly placed investigator said there are, quote, tie-ins, but when asked for details, he flatly refused to describe them, saying, quote, evidence linking these Israelis to 911 is classified. I cannot tell you about evidence that has been gathered. It's classified information. Le journaliste Carl Cameron avait mené une enquête explosive à propos de l'arrestation massive d'Israéliens survenue dans les mois précédents. Documents say they, quote, targeted and penetrated military bases, the DEA, FBI, and dozens of other government facilities, and even secret offices and unlisted private homes of law enforcement and intelligence personnel. The majority of those questioned, quote, stated they served in military intelligence, electronic surveillance intercept, and/or explosive ordnance units. Le reporter y pointa du doigt la connexion de certains d'entre eux avec des tentatives d'espionnage, notamment au travers de compagnies de télécommunications, telles Amdoc et Comverse, à l'encontre des autorités américaines, comme des cellules islamistes. 5 ans plus tard, le fondateur et ex-PDG de Comverse, le juif Alexander Kobi, allait s'exiler en Namibie afin d'échapper à la justice américaine qui l'accuse aujourd'hui de gains illicites. A defense intelligence report said Israel has a voracious appetite for information and, quote, the Israelis are motivated by strong survival instincts which dictate every facet of their political and economic policies. It aggressively collects military and industrial technology, and the U.S. is a high priority target. Mark Regev, alors porte-parole de l'ambassade israélienne à Washington, avait vigoureusement démenti ces affirmations. Israël n'espionne pas les États-Unis d'Amérique, et l'allégation selon laquelle Israël n'a pas partagé avec les Américains ces informations à propos des attaques du 11 septembre est totalement infondée et incorrecte. Des dirigeants de la communauté juive, comme le fanatique Abraham Foxman de la Ligue anti-diffamation et Morton Glenn de l'organisation sioniste américaine, ont également critiqué sévèrement le reportage, l'accusant comme prévu d'entretenir l'antisémitisme. À la suite du lobbying exercé par l'ADL auprès de la Fox, la retranscription du reportage disparaîtra du site internet de la chaîne comme prévu. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Depuis plusieurs années, des centaines d'ingénieurs et d'architectes soutiennent ouvertement la thèse d'une démolition contrôlée pour expliquer l'effondrement des 3 tours du WTC. L'enjeu du débat à ce sujet dépasse le cadre scientifique. L'installation d'explosifs sophistiqués nécessite le libre accès sur plusieurs semaines aux immeubles ciblés. Dès lors, la question de l'identité des hommes responsables du bail et de la sécurité du WTC devient cruciale. Le 26 avril 2001, les Juifs Larry Silverstein et Frank Lovey signent pour 99 ans l'acquisition du bail des Tours Jumelles. Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11. 3 mois plus tard, à la date du 24 juillet, ils prennent possession des lieux. Unis par un consortium, les deux hommes avaient affronté la compagnie Vornado Realty Trust du juif Bernard Mandic, l'ex-beau-frère de Silverstein, et remporté la victoire contre toute attente. Quelques
Quelques semaines plus tard, Mandic décédera d'une crise cardiaque. Amis intimes de Bibi le boucher de Gaza et d'Ariel Sharon, alors Premier ministre d'Israël, Silverstein, déjà détenteur du WTC7, est un éminent promoteur immobilier qui avait fondé sa compagnie, Silverstein Property, en 1957. Ancien membre d'un groupuscule terroriste, dénommé Haganah, Levi, un Israélo-Australien particulièrement proche d'Ayud Barak et d'Ayud Olmer, a choisi d'acquérir, via son entreprise Westfield Group, le vaste espace commercial du WTC, situé au sous-sol. L'homme, qui est au shopping ce que son compatriote Rupert Murdoch est aux médias, selon l'heureuse formule du journaliste John Pilger, a pu postuler, malgré une sombre affaire de détournement financier au Liechtenstein, impliquant, entre novembre 1996 et juin 2001, sa personne, ainsi que sa proche famille. Depuis 1973, le site du WTC était géré par l'autorité portuaire de New York et du New Jersey. Aucune privatisation n'avait été envisageable avant 2001. Or, cette année-là, les Juifs Louis Eisenberg, directeur de l'agence, et Ronald Lauder, chargé des questions de privatisation, auprès du gouverneur George Pataki, ont ouvert les négociations en favorisant le transfert, après d'âpres discussions en interne, du WTC à des entités privées. Si le premier est membre de la coalition juive républicaine, liée au parti de George Bush et au Likoud, le second s'est distingué en fondant, comme le fera également Frank Lovey, un institut au service des intérêts israéliens. Seul le juif né David Levin, directeur exécutif de l'autorité portuaire depuis le mois d'avril 2001, avait exprimé une certaine réserve envers toute privatisation du WTC, en insistant sur la nécessité d'un contrôle public. Le 11 septembre, bloqué au 106e étage du WTC1, il n'aura pas survécu aux attentats. L'homme avait rendez-vous avec un ami banquier au café-restaurant du Fenêtre sur le Monde, qu'il découvrait pour la première fois. Funeste hasard, sa présence habituelle à son bureau, situé au 67e étage, lui aurait permis de quitter le bâtiment, frappé une vingtaine d'étages plus haut. Larry Silverstein, habitué des petits déjeuners aux Fenêtres sur le Monde, a eu plus de chance. So my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was... Morning of September 11th, Silverstein was scheduled to have breakfast at the restaurant at the top of the North Tower. He canceled at the last minute at the insistence of his wife, Clara, who wanted him to go see his dermatologist. That particular morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I said, okay, yes, dear, I'll go. Everyone who was in that restaurant that morning perished. Ce jour-là, puisque sa femme l'avait exceptionnellement retenu pour une consultation chez un dermatologue, tandis que leurs enfants, Roger et Lisa, sont arrivés en retard à leur bureau situé dans les tours jumelles. Silverstein est une figure généreuse de la communauté juive solidaire d'Israël. Son représentant en relations publiques, le juif Howard Rubinstein, est également une personnalité intéressante pour saisir la cohérence idéologique du groupe qui a convoité et conquis la gestion du WTC. Disposant d'un vaste carnet d'adresses, il avait également échappé à une mort certaine le 11 septembre, grâce à son annulation inopinée d'un rendez-vous avec l'agent spécial du FBI, John O'Neill. Celui qui a joué un rôle clé pour faire obtenir rapidement le maximum de dédommagement de la part des compagnies d'assurance, partage avec son client une connaissance intime de la classe politique israélienne. Alors que Silverstein entretient des relations affectueuses avec les principaux décideurs politiques et économiques de Tel Aviv, Rubinstein travaille, avec son fils Steven, à redorer l'image d'Israël, en vertu d'un accord conclu, depuis mars 2001, entre sa firme et le ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu.
18 mois plus tard, la campagne avait porté ses fruits. Au-delà de son rôle de publiciste, Rubenstein ne semble pas avoir rechigné à accomplir cet exercice promotionnel au service d'un État étranger, puisqu'il déclare assumer, en raison de sa religion, son sentiment d'obligation envers Israël. Ses accointances avec Tel Aviv ont été également présentes au sein de la compagnie chargée, depuis 1993, de la sécurité du WTC, Kroll. Son PDG, le juif Michael Cherkassky, avait collaboré avec le Mossad, la CIA et le MI6, ainsi qu'avec la première compagnie d'assurance au monde, l'AIG, véritable pépinière d'ex-espions. Depuis janvier 2001, l'homme chargé de la supervision du WTC, au sein de Kroll, se nomme Jérôme Bauer, un juif, spécialiste entre autres domaines, de l'effondrement des immeubles. Interrogé dans l'après-midi du 11 septembre sur la chaîne ABC, il s'empressa d'expliquer la chute des tours jumelles par une défaillance structurelle. I talked to some folks down there, and my understanding is that a lot of the debris has fallen and has blocked the access to the building. I've heard some reports that they're concerned about the structural stability of the building. C'est cet homme, en coordination avec Silverstein Property, qui fut responsable des multiples évacuations des tours jumelles réalisées durant l'été 2001. Plus étrange encore, le 6 septembre, les chiens dévolus à la détection d'explosifs avaient été mystérieusement retirés. Ni Oer, ni Silverstein ne se sont jamais expliqués sur les motifs d'une telle décision. Mais pour conclure à cet épisode troublant et déroutant, il suffit de rappeler l'information qui a été ignorée comme prévu par la presse traditionnelle. Le cas où, devant un public israélien, Silverstein avait révélé avoir préparé sa reconstruction 17 mois avant les attentats, une information contredisant tout simplement la version officielle, selon laquelle la tour 7, possédée par lui, construite en 83, ouverte en 87, et ainsi détruite dans l'après-midi du 11 septembre 2001, par la prétendue propagation de feux de bureau, avait été repensée et reconstruite dans les mois suivants.